Bon, je vais essayer de vous parler un peu de l'actualité, puisque c'est censé être notre métier. Je vais reprendre certaines choses qu'on a déjà un peu entendues par la force des choses, puisque la plupart des invités de ce colloque, on a eu la chance aussi de les interviewer pour Mosaïque. Les choses vont tellement vite que ce qu'on peut dire aujourd'hui risque d'être assez facilement périssable. Heureusement que Micha nous a laissé 12 minutes de temps de parole, comme ça, ça limite le risque d'être démenti avant d'avoir fini de parler. Alors, je vais commencer par deux ou trois constats que je tire des quelques 300 interviews que j'ai réalisées depuis 2 ans, donc pour la chaîne Mosaïque YouTube, que, que David Cacoun et moi avons lancé il y a 2 ans maintenant, donc peu après le 7 octobre. Voici quelques points donc, que je retiens. Premier point, bon, le 7 octobre a provoqué incontestablement un choc identitaire en Israël. On dit que les malheurs de l'identité diasporique sont revenus frapper à la porte d'un Israël ou des Israéliens qui se sentaient sans doute en sécurité, qui se pensaient à l'abri en tout cas. Et c'est pourquoi le mot pogrom est revenu pour décrire ce qui s'était passé. La notion d'État-refuge fut dans un premier temps ébranlée. Le sionisme semblait ne pas devoir tenir ses promesses, et l'État d'Israël n'était pas finalement une garantie pour la survie du peuple juif. Voilà les questions qui revenaient dans un premier temps. Mais très rapidement, ce retour à l'ambiance diasporique s'est transformé, fut l'occasion d'une réaffirmation de l'identité israélienne, fameuse résilience, que moi je préfère appeler peut-être renaissance. 2 ans après, il faut bien le constater, je crois qu'il faut quand même le dire aujourd'hui, 2 ans après, en effet, Israël se retrouve en bien meilleure situation de force en tout cas, sur le plan géopolitique, si on veut bien regarder autour de soi, sans a priori. On constate que les menaces existentielles de l'arc chiite sont écartées, celles du Hezbollah, celles de l'Iran, celles du Hamas. Évidemment, ces trois groupes vont continuer non pas renoncer à leurs objectifs, de rayer Israël de la carte, mais enfin, globalement, ils n'en ont plus les moyens, au moins pour un certain temps. C'est quand même un fait, je crois, qu'il faut souligner de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre aussi, c'est-à-dire que cette menace a été concrètement écartée pour un temps. C'est un changement fondamental et on peut avoir tendance à l'oublier parce qu'on est pris par les difficultés actuelles, par l'actualité qui continue, mais ça autorise à entrevoir l'avenir avec un certain optimisme. La société israélienne va se retrouver en sécurité relative pour quelques années. Elle va pouvoir reprendre sa dynamique de développement. Elle va pouvoir affermir sa souveraineté, selon le souhait notamment de Sarah Feinberg, et en particulier commencer effectivement à s'affranchir de la dépendance américaine en matière d'armement et de stratégie militaire. Il y a une phrase qui résume ça, je pense: sortir des exigences des empires, c'est une impérieuse exigence aujourd'hui pour Israël. Deuxième constat, et il se trouve assez curieusement, en apparence, en réalité pas tellement surprenant, que ce renforcement de la souveraineté d'Israël sur sa terre s'est accompagné incontestablement également d'une augmentation proportionnelle de l'hostilité des nations. Je crois qu'il faut se poser la question de fond sur cette concomitance, et on peut donner une réponse. Quand Israël se renforce, les autres nations se sentent manifestement en danger. L'agressivité se renforce. C'est difficile à comprendre, mais c'est bien une réalité, même si d'ailleurs, je dois dire, je constate que c'est souvent un point aveugle de la conscience juive, avec cette question lancinante: mais pourquoi est-ce qu'on nous en veut autant? Il y a bien des exemples qui sont bien connus, le christianisme et l'islam notamment. Ce sont des systèmes à prétention qui sont à prétention universelle, qui ne peuvent se maintenir, cette prétention à se substituer à Israël, que si Israël est abaissé, et si Israël retrouve une place parmi les nations, eh bien, ça pose un grave problème pour eux. C'est un problème existentiel. Il faut comprendre la remise en cause que ça représente pour ces systèmes. Si les Juifs confortent leur droit à l'existence sur leur terre, quid du mythe du Juif errant? Israël ne serait donc plus sanctionné, ne serait plus effacé de l'histoire pour avoir refusé de reconnaître
le Messie en la personne de Jésus, le rabbi de Nazareth. Et si l'islam est empêché de conquérir la terre perdue de Palestine malgré une guerre permanente qualifiée de défensive par l'islam lui-même, menée depuis plus d'un siècle, c'est qu'il y a bien une faille dans la théorie de l'islamisme, contraint ainsi de rester sur la défensive. La tradition juive du Maharal de Prague, de Rachi au Maharal de Prague, évoque cette situation où l'antagonisme entre Israël et les nations est un état de fait. Les deux systèmes de valeurs ne peuvent cohabiter longtemps. Si l'un monte, l'autre descend. C'est pourquoi il est sans doute vain de vouloir, à mon avis, lutter contre l'antisémitisme avec des paroles, mais qu'il faut le faire avec des réalisations, en d'autres termes, être convaincant sur le terrain, et notamment ici en Israël. Un troisième constat, nous sommes vraiment dans un moment de bascule. La majorité du peuple juif se retrouve maintenant sur sa terre, après 2000 ans d'exil ou 2000 ans d'éclipse. Et avec lui, donc, le centre de gravité du monde juif est venu désormais se placer dans l'histoire d'Israël, ici, sur cette terre. Ça se traduit par une mutation d'identité des Israéliens qui sont poussés à faire un pas de plus vers l'hébraïté. On va essayer de définir ce que ça signifie hébraïté. La condition juive de l'exil qui est revenue frapper à la porte le 7 octobre. Eh bien, aujourd'hui, les Israéliens la rejettent très majoritairement. Ils n'en veulent clairement plus de cette condition juive diasporique. Et sur ce point, je crois qu'il y a vraiment une unité qui s'est reformée au sein du peuple. On dit que les querelles politiques sont revenues au galop, certes, mais la situation a vraiment changé. Je pense que la marloquette nationale dont les Israéliens sont si friands se déroule maintenant sur un socle commun. C'est la conscience qu'ils ne veulent plus être à la merci de ceux qui veulent les détruire. Et chacun s'accorde à prendre les moyens pour que cela devienne une réalité aujourd'hui. Les Israéliens intègrent l'idée que l'hostilité ne va pas cesser tant que durera l'histoire, mais ils sont tous d'accord pour qu'Israël s'arme à tous les sens du terme, pour y faire face. On va faire un pas de plus, si vous voulez bien. La tradition nous dit que la prophétie s'était évanouie au moment de la destruction du deuxième temple, et même du premier, et que la dispersion du peuple juif, en tout cas, avait entraîné la disparition de la prophétie. Eh bien, le retour sur sa terre du peuple juif en majorité aujourd'hui laisse penser qu'il pourrait y avoir des signes de retour de la prophétie. Quand on dit ça, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Je vais essayer quand même de vous en dire deux mots de ce que j'en perçois. La dimension prophétique d'Israël, où on est sur un terrain mouvant, donc je marche un peu sur des œufs, faute de marcher sur l'eau. Je voudrais expliquer le phénomène très concrètement. À petite échelle, par exemple, pour un exemple simple, un groupe de 10 personnes rassemblées physiquement en un même endroit n'a pas la même valeur ni la même force que la somme des individualités qui le composent. C'est donc le principe bien connu du minyan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça suppose que des individus forment une collectivité, ils enclenchent un mouvement ascendant. Avec le minyan, la prière ainsi prend l'ascenseur plutôt que de monter par l'escalier. On lit ça dans le traité Brachot 6a, que Dieu se trouve dans tout lieu où 10 personnes prient ensemble. Eh bien, le Baal Shem Tov qui insiste, quand 10 juifs se rassemblent avec un cœur sincère, même sans grande connaissance, je souligne, ils peuvent briser les cieux. 10 deviennent 1 et 1 se révèle à travers 10. Mais ce n'est pas tout, parce que la puissance du collectif rétroagit sur chaque individu qui n'est plus isolé, mais qui devient relié aux autres. Dans cette reliaison, l'individu retrouve le sens de son existence. Il redevient lui-même, c'est-à-dire un être dont la vocation singulière se découvre précisément dans le rôle qu'il joue dans le projet collectif. Il devient un être pour autrui. J'ai réalisé il y a quelques années un documentaire sur l'Alia. J'ai pu constater ce que l'Alia notamment faisait aux gens. Elle les déshabillait socialement, les mettait à nu pour faire apparaître finalement l'essentiel qui se trouvait derrière, le lieu où réside l'unicité de chacun quand il se trouve débarrassé de toutes les scories mondaines. Ce reset identitaire est une véritable renaissance, comme d'ailleurs le Rav Dessler disait dans Mirtav Eliaou, celui qui s'attache au klal, donc au collectif, trouve sa véritable identité, non plus définie par son ego, mais par son rôle dans la volonté divine.
Le Rav Kook explique aussi que chaque âme est incomplète seule. Ce n'est que par l'union avec les autres que l'âme accède à ses propres dimensions cachées. Voilà ma 5e proposition. Ce phénomène du minyan, qui active donc la singularité authentique des personnes, par leur regroupement, leur association, joue maintenant à plein, commence à jouer à plein au niveau du peuple dans son ensemble. On le voit chaque jour, hein, il existe ici, malgré la violence des controverses, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les divisions, une solidarité, un don pour les autres qui n'existe nulle part ailleurs. Et là aussi, il faut quand même le remarquer, le souligner à chaque fois. Ce qui fut bouleversant dans le retour des derniers otages, qui m'a bouleversé au-delà du retour évidemment de ces otages, ce fut l'incroyable manière dont les Israéliens ont vécu cet événement dans leur propre chair. On n'avait pas vraiment accès à ça en diaspora, à cette dimension. On était évidemment très heureux, on était plein d'énergie, on regardait I-24, on regardait la libération des otages, mais on ne vivait pas la même chose que les Israéliens sur ce plan-là. On entendait souvent Ein Milim, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on ressent. Et dans ce Ein Milim, il n'y a pas de mots, se cache sans doute un signe, premier signe du retour de la force du collectif. Alors d'où viendra le retour de la prophétie en Israël? Bon, peut-être pas des grands rabbins, peut-être pas non plus des rabbins miraculeux, ce serait d'ailleurs miraculeux que ce rabbin, selon la fameuse blague de Manitou, mais elle viendra peut-être, et là je suis très heureux que Maurice Fergan m'ait ouvert la porte de cette idée. Alors, elle viendra peut-être au sortir du tunnel. J'ai cité le Baal Shem Tov, et je voudrais maintenant citer à mon tour un autre otage et un autre Shem Tov, Omer Shem Tov, l'ex-otage, qui dans la minuscule cellule où il était retenu et où ne perçait aucune lumière, percevait cependant une présence et il lui parlait. Il raconte en effet qu'au cours de sa détention, il commença des conversations quotidiennes avec Dieu. Et pour lui dire quoi? Non pas « s'il te plaît, Dieu, sors-moi de là » ou bien encore « si tu me sors de là, je mettrai les téphilines tous les matins ». Non, pas du tout. Il commençait par cette question inouïe. Comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Est-ce que vous avez jamais dit, vous, dans vos prières, comment ça va? Est-ce que vous avez jamais demandé à Dieu comment il va aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui dans sa journée? Puis il offrait des remerciements pour l'air dans mes poumons, disait-il, pour la petite nourriture que j'avais, pour ma famille en sécurité. Alors comment vas-tu, Dieu, aujourd'hui? Être capable de se poser la question, n'est-ce pas déjà se tenir dans une proximité qui rappelle ce que la Torah nous dit de la manière dont Dieu parlait à Moïse, hein, dans l'Exode 33.1, Vayedaber Adonai al Moshe panim al panim, Ka'asher yedaber ish el rehu. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son prochain. Ainsi, Omer Shem Tov parlait à l'Éternel comme un homme parle à son prochain. Sixièmement, ce retour de la parole prophétique ne pourra être effectif que si donc, les Israéliens retrouvent ce socle commun, parce qu'il faut évidemment l'unité aussi du peuple. Avant le 7 octobre, le sol semblait se dérober sous les pieds des Israéliens. On voyait venir une véritable fracture qui s'ouvrait au sein du peuple. Mais aujourd'hui, ce socle semble se rétablir. Chacun pense ce qu'il veut, croit ce qu'il veut, pratique comme il veut, mais chacun s'accorde à dire « nous ne sommes pas effectivement une nation comme les autres. Nous avons le choix d'assumer cette particularité de la manière qui nous convient, mais nous devons l'assumer car l'histoire nous la renvoie à chaque étape de notre existence. » Un septième et dernier point, enfin, ce passage de l'individu au collectif, c'est donc aussi celui du passage du juif à l'hébreu, dont nous a parlé Manitou, dont ce sera demain 8 Reshvan, le 39e anniversaire du décès. L'idée nationale rencontre l'idée divine. Être hébreu, c'est précisément acquérir cette singularité individuelle authentique qui ne tient que dans son appartenance à une collectivité nationale. Le passage du juif à l'hébreu illustre une dynamique paradoxale. L'individu s'efface dans le collectif pour mieux se réaliser. Omer Shem Tov disait encore, dans son isolement total, qu'il se sentait relié aux siens.
Pendant ma captivité, j'ai senti, disait-il, chaque prière que vous avez faite pour moi. Même dans les ténèbres, j'avais de la lumière. À l'heure où les collectifs se délitent en Occident, Céline Pina en parlait à l'instant, Israël rentre chez lui, redevient cette nation singulière, apte à jouer un rôle dans l'histoire pour fabriquer le contrepoison qui sauvera le monde du nihilisme et de la mort. Merci beaucoup.